Mesdames, Messieurs, bonsoir, 19h45, c'est l'heure, c'est le journal et voici le sommaire. L'autoroute à péage fait des dégâts collatéraux à Rufisque Nord. Des eaux usées occupent les maisons et autres routes. Une odeur qui donne envie de vomir à cause d'un défaut d'évacuation. Constat de notre reporter, les populations disent en avoir assez. Carnage de Bofa-Bayotte en Casamance, 14 bûcherons canardés en janvier 2018. Le suspect numéro 1 est présumé cerveau de la boucherie entendu par le magistrat instructeur de Ziguinchor. Son avocat dénonce sa longue détention provisoire et soutient son innocence. La disparition d'un homme qui avait plusieurs cordes à son arc, Ousmane Sow Huchard ou encore Soleya Mama, était politique, écologiste et artiste. Il est parti à jamais à l'âge de 78 ans. Son portrait posthume dans le journal. Interdiction de voyage dans l'espace Schengen pour cause de Covid-19. Le Gabon applique la réciprocité diplomatique à l'encontre des ressortissants des 27 pays de l'Union européenne. Les Sénégalais sont visés par la mesure de l'UE. Et puis sport, au rythme de la CAN à nouveau reporté au Cameroun, le patron du foot sénégalais Augustin Senghor en phase avec la CAF, la Ligue des champions européenne à nouveau menacée par le coronavirus alors que la compétition devrait se jouer au Portugal entre 8 clubs, et puis transfert du footballeur Pape Gueye à l'OM en provenance du Havre. Bienvenue à toutes et à tous. Qui ne veut pas rouler sur une autoroute à péage pour aller plus vite? Il n'y a pas mieux. La ceinture bien attachée, les voyageurs s'en régalent, mais c'est souvent sans regarder l'autre versant. À titre d'exemple, le quartier anonyme Djorga Montagne de Rufisque Nord ne voit pas l'autoroute à péage d'un bon œil. Le décor qui s'offre aux yeux en donne un haut le cœur. Des maisons et routes sont envahies par les eaux usées. Cela ne peut plus continuer, scandent les populations à l'encontre des pouvoirs publics. C'est un reportage de Babacar Seck. Les populations de Djorga Montagne à Rufisque ont trouvé la source de leur calvaire. Selon elles, les eaux qui inondent les maisons toute l'année proviennent de l'autoroute à péage. Parce que l'autoroute à péage a carrément impacté le quartier Djorga Montagne. La nappe a complètement détruit les maisons, a complètement détruit les voies de communication au niveau du quartier. Et ce qui est étonnant est qu'à chaque fois, ce que nous remarquons, au moment où il pleut, il y a moins d'eau, donc tout se passe normalement. Mais dès que la pluie cesse, on dirait que l'autoroute ouvre ses vannes maintenant pour nous déverser son eau. Et même ça se démontre sur la couleur de l'eau parce que l'eau est rougeâtre. Donc c'est de l'eau latéritique. Donc ce qui démontre que carrément l'autoroute nous a complètement impactés. Avec l'hivernage qui se profile à l'horizon, les populations craignent de ne plus pouvoir rester dans le quartier. Il y a des gens qui ont abandonné leur maison, il y a des gens qui ont vendu leur maison. Et nous, si on ne s'y prenne pas très tôt, nous tous, on sera obligés aussi de vendre nos maisons ou bien de les abandonner. Que là, ça ne peut pas continuer. Cette année, nous avons tous entendu qu'il y aura beaucoup d'eau. Et si cette eau vient, honnêtement, on sera obligé de quitter le secteur. Les quartiers riverains de l'autoroute à péage demandent une déviation des canaux d'évacuation qui continuent d'inonder tout le secteur. Et maintenant, que très rapidement, qu'on trouve une solution pour dévier l'eau, pour dévier le sens de l'eau et mettre en sécurité la population. Vraiment, la situation, elle est là, elle est alarmante. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, la population est dans une situation de détresse. En plus du spectre des inondations qui les guettent, les populations de Djorga Montagne craignent pour la santé de leurs enfants qui sont exposés à toutes les maladies.
À présent, une toute autre actualité. Boucherie de Bofa Bayotte en pleine forêt casamançaise. C'était en 2018. Le cerveau présumé de la tuerie signe son premier face-à-face avec le juge d'instruction à Ziguinchor. La première audition de René Capin-Bassène après 29 mois de détention préventive. Une longue détention que dénonce son avocat, maître Ciré Clédorli. Il soutient que son client a été torturé et clame son innocence. Nous l'écoutons au micro de Hassan Ba à Ziguinchor. L'interrogatoire se poursuit. Vous pouvez quand même vous rendre compte que ce n'est pas très facile, surtout lorsqu'on a fait 29 mois de détention, c'est quand même pénible. Il y a un chapelet. Inculpé ce matin encore d'une autre infraction de sortie irrégulière de correspondance. Et on n'a pas encore interrogé sur cela. C'est dire que donc nous n'avons pas encore vu le bout du tunnel pour cette journée. Donc ce que je déplore, c'est que de plus en plus, disons, des personnes arrêtées pour certaines infractions se plaignent de torture. C'est grave. Cela, je le déplore énormément. Et dans ce dossier, je ne manquerai pas aussi de le déplorer. Et puis ce qui est convenu d'appeler la boucherie de Bofa Bayotte avait fait 14 morts et 7 blessés le 6 janvier 2018. 14 bûcherons exécutés froidement par leurs bourreaux. Les victimes étaient parties à la recherche de bois dans cette forêt de la Casamance. L'enquête immédiatement confiée à la gendarmerie nationale avait permis l'arrestation de 16 personnes, dont René Capin-Bassène, qui a été entendu par le juge d'instruction. L'homme qui avait théorisé la libre circulation du virus revient à la charge. Le moment était opportun avec la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu par le président de la République. Dans son évaluation de la stratégie de lutte contre la Covid-19, Dr Moussa Thior en remet une couche. Le virus doit circuler pour une immunité collective. L'expert en santé publique estime aussi que les Sénégalais ont gagné la bataille contre la peur. Il était un des invités de la matinale d'Alassane Samba Diop. Je pense que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les cas augmentent. Les cas n'augmentent pas du tout. Parce que si vous regardez le taux de positivité, depuis le début de la maladie, le 2 mars au Sénégal, ce taux est compris entre 7 et 12%. Donc les échantillons que vous voyez présentés par le ministère tous les 10 jours, ça concerne un test d'un petit nombre de personnes, 1000 cas, 1000 personnes testées environ. Donc ça ne vous donne pas une idée vraiment réelle de la situation des cas au Sénégal. Je pense que l'indicateur le plus fiable, à mon avis, c'est de regarder un peu le taux de positivité qui est stable, à peu près, dans une fourchette de 7 à 12%. Donc je ne peux pas affirmer aujourd'hui qu'il y a une augmentation de cas. Par contre, ce qu'on note, c'est qu'il y a une augmentation des décès, et ça, il faut réfléchir pour voir les meilleures façons d'adresser cette problématique. Maintenant, de façon globale, je pense que le gouvernement a pris des mesures très intéressantes, et moi, c'est des mesures qui me rassurent. Si on voit ce qui se passe ailleurs dans le reste du monde, aux États-Unis, en Europe, où ils ont des hôpitaux extrêmement bien équipés et qui ont des décès beaucoup plus importants que nous, on doit se résoudre à savoir quand même que le problème ne va pas se régler au niveau des hôpitaux. Je pense que le problème doit se régler en amont. Et nous, au niveau du Sénégal, nous avons quand même un tissu communautaire qui est quand même très bien organisé. Et si nous privilégions les interventions à base communautaire, nous pouvons éviter que les gens aillent au niveau des hôpitaux, parce que quand ils vont au niveau des hôpitaux, malheureusement, le taux de décès est assez important. Son co-débatteur ce matin, le directeur de la prévention, a juste eu le temps de finir le face-à-face pour donner aux Sénégalais les dernières nouvelles en provenance de la pandémie, notée 7000 cas
déclarés positifs ou presque, 116 décès. Écoutons Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 109 tests réalisés, 132 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,6%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 114 cas contacts suivis par nos services, un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne et 17 cas issus de la transmission communautaire ainsi répartis. Touba 5, Guédiawaye 2, Keur Massar 1, Plateau 1, Fass 1, Liberté 1, Ouakam 1 et Ziguinchor 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 35 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce mardi 30 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. La disparition au Sénégal d'un écolo de renom, Ousmane Sow Huchard, n'était pas qu'un amoureux de la nature. Il était aussi musicologue réputé. Soleil Maman, de son nom d'artiste, est décédé la nuit dernière à 78 ans. L'enfant de Ziguinchor a eu une vie politique et culturelle très féconde. Nous parlons de cet homme dans le portrait signé Boubacar Dia. Fils de Casamance, Huchard est né en 1942 à Ziguinchor. Il était musicien au sein du groupe Wato Sita. Dans le cadre du projet du Musée des civilisations noires, il rentre au Sénégal après des études au Canada et exerce diverses fonctions. Conservateur en chef du musée Dynamique, conseiller technique au cabinet du ministère de la Culture, commissaire aux expositions de Dakar, la Biennale de l'art africain contemporain, Ousmane Sow Huchard vivait pour l'art. Ainsi, il a fait des études en histoire de l'art, anthropologie, muséologie et musicologie, sanctionné par un doctorat à l'Université Laval de Québec en 1985. Au début des années 2000, il a été administrateur de Youssou N'Dour Head Office. Ousmane Sow Huchard a travaillé comme consultant international au sein de son cabinet d'ingénierie culturelle, Siwara Arts Action, qu'il a fondé et dirigé depuis 1990. En 2007, Ousmane Sow Huchard est élu député au nom du Rassemblement des écologistes du Sénégal. Ousmane Sow Huchard, l'homme de culture, le musicologue, muséologue, critique d'art et chercheur, est parti à jamais. Adieu l'écolo artiste Ousmane Sow Huchard, nous l'avons connu et apprécié. Énergie, le feuilleton Senelec Akili n'est pas terminé comme dans une série à rebondissement. Le dernier épisode en date fait état d'un déséquilibre contractuel en faveur d'Akili. La thèse est défendue par les plateformes Arlignubok et Nyolank lors d'une conférence de presse ce mercredi. Toutefois, les membres de l'organisation ont tenu à présenter des recommandations pour une solution de sortie de crise entre Akili et Senelec. Abdoulaye Bathily est l'un des membres de ces deux plateformes. Nous de Arlignubok et Nyolank recommandons les actions suivantes. Informer les citoyens sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan ISL et évaluer sa performance. Revoir la composition du conseil d'administration de la Senelec en y intégrant des représentants du personnel et des consommateurs. Soumettre la fonction de directeur général à appel à candidature. Actionner les corps de contrôle pour auditer la Senelec et faire la lumière notamment sur tous les contrats signés. Privilégier l'expertise nationale
dans le choix des prestataires tout en veillant au respect des règles de gestion, de transparence, d'éthique dans l'attribution des marchés. Dans cette optique, revoir tous les contrats de la société afin de les renégocier tout en veillant aux intérêts des citoyens, à savoir fournir de l'énergie de qualité à tous dans des conditions abordables et compétitives. Renégocier le contrat et augmenter les parts de l'État dans Akile. Enfin, les questions soulevées dans ce dossier se posent pour toutes les sociétés nationales et agences de l'État, dont il convient de changer structurellement le mode de gestion afin qu'ils servent aux citoyens. Restons dans le domaine de l'électricité avec la Sénélec toujours qui entend augmenter ses points lumineux en quantité et qualité. Reste à en savoir davantage quant au prix. La compagnie d'électricité vient de lancer à Bargny le projet de renforcement et de réaménagement de son réseau de distribution. 6 régions sont ciblées par cet investissement lourd de 25 milliards de francs CFA. Écoutez le directeur général de Sénélec, Pape Mademba Biteye. Vous imaginez tout le nœud qui m'anime de procéder au lancement des travaux portant sur le renforcement et le réaménagement de réseaux de distribution de l'énergie électrique dans 6 régions du Sénégal: Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Saint-Louis et Tambacounda. Il faut régler l'impératif de renforcer le réseau de distribution électrique moyenne tension afin de pouvoir augmenter la capacité de desserte au niveau des différentes régions du Sénégal. Ce faisant, nous serons en mesure d'alimenter tous les coins et recoins du territoire national. Le projet que nous lançons aujourd'hui comporte 8 lots comme il a été indiqué et va arroser 6 régions du Sénégal pour rendre notre réseau électrique plus résilient et plus robuste dans ces zones stratégiques. Ce projet d'un coût de 25 milliards financé par la Banque ouest-africaine de développement à travers un prêt direct, vient s'ajouter aux autres financements en cours dans le secteur de l'électricité avec les projets de la boucle 225 kV, phase 1 et phase 2, d'un coût de 45 milliards. Quant à la DER, elle n'en est pas à sa DER, loin s'en faut. Sa mission de financement de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes se poursuit. Et les heureux élus sont les marailleurs de Pikine qui bénéficient ainsi du nano-crédit mis en place par la délégation générale. Une manière pour la DER de lutter contre les injustices uséraires faites aux femmes et aux jeunes en matière de crédit. Le marché aux poissons de Pikine était la place la plus indiquée pour accueillir un tel projet. Mamadou Lamine Fati ne s'est pas laissé conter l'histoire. Elles sont très satisfaites de l'arrivée de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Les marailleurs du marché aux poissons de Pikine poussent un ouf de soulagement. On était très fatigués dans ce marché, avec les usuriers qui nous prêtaient et chaque 5 000 francs, tu remboursais 500 francs de plus. Par la suite, quand le directeur a vu cela, il a fait appel à la DER. Et aujourd'hui, quand j'ai intégré le nanocrédit, j'ai donné 40 000 francs. Ils ont ajouté encore 50 000 francs. En plus, ils m'ont donné 60 000 pour me dire que tu dois rembourser d'ici 1 mois. Ça, c'est vraiment merveilleux. Le directeur du marché aux poissons salue la présence de la DER à travers le nanocrédit et se réjouit de l'initiative. 75% de ces personnes sont constituées de femmes, qui sont des femmes braves, qui se réveillent à 3 heures du matin pour venir acheter et revendre du poisson pour nourrir leur progéniture. Donc aujourd'hui, il y a des usuriers qui étaient présents dans ce marché depuis des années. Et quand on a saisi le délégué général, vraiment, il a été très réceptif par rapport à cela. Et c'est ça qui est à l'origine aujourd'hui de l'ouverture de ce guichet nanocrédit. Plus de 8000 personnes transitent chaque jour dans le marché aux poissons de Pikine. Une occasion pour le délégué général de la DER de saisir cette opportunité pour appuyer l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes marailleurs. Nous avons commencé le travail il y a 1 mois et au jour d'aujourd'hui, nous sommes en encours de presque 20 millions. On a commencé avec 8 millions. En 1 mois, on est en encours de crédit et en moyenne, on prête 700-800 000 francs par jour. Et les femmes arrivent tôt le matin pour emprunter pour aller vendre et revenir. Moi, j'ai un taux de remboursement de 70% de mon portefeuille. La DER, aujourd'hui, n'a même pas eu besoin de son budget d'investissement de 2020.
J'ai mis 15 milliards de francs CFA cette année, le président l'a rappelé hier soir, sans aucun apport de l'État du Sénégal. C'est les personnes qui ont remboursé qui travaillent. Les femmes et les jeunes Sénégalaises sont des gens citoyens, dignes, travailleurs, qui remboursent. Plus de 15 milliards de nos francs ont été investis, provenant des remboursements des bénéficiaires. Un nanocrédit qui permet aux femmes et aux jeunes de mieux entreprendre, chacun dans son secteur. Dans l'actualité internationale, les présidents de 5 pays du Sahel et de la France se sont dit convaincus mardi à Nouakchott, en Mauritanie, que la victoire contre les djihadistes était possible dans la région. Les pays du G5 Sahel et la France ont fait le point sur leur combat contre les djihadistes, 6 mois après avoir décidé d'identifier l'effort commun pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Lors de la conférence de presse à l'issue du sommet, le président français Emmanuel Macron a jugé possible la victoire contre les extrémistes islamistes au Sahel grâce à des résultats spectaculaires obtenus au cours de ces derniers mois. Une note souveraine de l'État gabonais à l'endroit des pays de l'UE ayant décidé de fermer leurs portes aux Gabonais. Je vous en fais lecture. En application du principe de la réciprocité, il est demandé à toutes les missions diplomatiques et postes consulaires de la République gabonaise à l'étranger de maintenir la suspension de délivrance des visas tourisme aux ressortissants des 27 États membres de l'Union européenne désirant se rendre au Gabon. Cette mesure poursuit Libreville, inclut les demandes de visa pour tourisme et séjour privé, motifs professionnels sauf résidents, voyage d'affaires. Toutefois, conclut la note, cette décision ne s'applique pas aux officiels appelés à se rendre au Gabon dans le cadre de missions dûment autorisées par le gouvernement. Et puis, inquiétude aux États-Unis face à une nouvelle flambée du coronavirus. La trajectoire des cas de Covid-19 est de nouveau ascendante dans plusieurs États du sud et de l'ouest des États-Unis depuis le 15 juin, avec un scénario possible de 100 000 contaminés en 24 heures. Une progression effrénée. Les nouveaux cas s'enchaînent en cascade de la Californie à la Caroline du Sud. Quelques 47 000 cas supplémentaires ont été recensés durant les dernières 24 heures et près de 1200 morts pour la seule journée de mardi. Et cette résurgence de l'épidémie ne manque pas d'inquiéter les autorités sanitaires. Le bilan est contrasté en fonction des États, tandis que ceux de la côte Est connaissent un déclin continu de leur cas. La Floride, à l'inverse, a connu une progression, tenez-vous bien, de 271% ces 2 dernières semaines. Et nous enchaînons toujours au pas de course, cette fois-ci avec l'actualité sportive. La décision de la Confédération africaine de football de reporter l'édition 2021 de la CAN en janvier 2022 ne surprend guère le président de la Fédération sénégalaise de football, pour Maître Augustin Senghor. Le report de cette CAN en 2021, c'est une décision tout à fait logique compte tenu du fait de la maladie qui n'a pas reculé. Et le Cameroun veut organiser une grande fête, et noté selon Augustin, parce qu'une CAN, c'est une fête. Incertitude également sur la Champions League européenne. La Ligue des champions à nouveau sous la menace du coronavirus, suspendue mi-mars puis reprogrammée en août au Portugal. L'épreuve phare du football européen est rattrapée par la crise sanitaire avec les mesures de reconfinement prises à Lisbonne, même si l'UEFA écarte tout plan B. Nous espérons que tout ira bien et qu'il sera possible d'organiser le tournoi au Portugal. Pour le moment, il n'y a aucune raison de prévoir un plan B, a assuré mardi un porte-parole de l'UEFA. Enfin, l'Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi l'arrivée de Pape Gueye, le milieu du Havre. D'après le journal L'Équipe en France, Pape Gueye est olympien.
L'OM a officialisé son arrivée via une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Le milieu de 21 ans formé au Havre, avec lequel il a fait ses débuts en pro en mai 2017, a paraphé un contrat de 4 ans. Gueye, qui portera le numéro 22, a rejoint ses coéquipiers en stage au Portugal ce mercredi après-midi après avoir signé son contrat, comme l'a précisé l'OM sur son site officiel. Retour à l'actualité nationale, apprendre à vivre avec le virus. Le mot d'ordre semble être adopté par tous, mais pas au point de rendre les armes ou d'agiter le drapeau blanc devant le coronavirus. C'est un autre cri de guerre porté par le mouvement Kolda Debout, à Kolda, bien entendu. C'est de cette manière que le MKD entend accompagner la phase de déconfinement et la reprise des cours dans les écoles. Reportage Seydou Diata. Reprendre les cours, c'est aussi apprendre à vivre avec le virus et non rendre les armes et lui confier notre sort. Les mesures barrières constituent alors le premier rempart. Et aucune action ne sera de trop dans la quête de l'efficacité. C'est justement ce qui explique l'installation des appareils à gel antiseptique dans les écoles grâce au soutien du mouvement Kolda Debout. Ils en ont installé ici, à la surveillance, au bloc administratif, c'est le principal, et à la bibliothèque. Et en plus, ils vont nous apporter des masques, presque 200 masques. Donc c'est le mouvement MKD. Mouvement Kolda Debout. Donc c'est Abdraman Balde Doura, qui est ancien élève de cette école. Donc nous le remercions au nom de tout le corps professoral, au nom de l'administration, mais au nom également de tous les élèves. Il faut toujours essayer d'appuyer l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire. Donc en ce sens, il a bien voulu doter les lycées, collèges publics et privés de kits sanitaires afin de les aider pour mieux combattre cette pandémie. Le même dispositif a été également constaté dans les lieux de culte pour barrer la route à la Covid-19. Le mouvement Kolda Debout avec Abdraman Balde en est à son 4e acte dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il a mis à la disposition des machines à la main, des gels, des masques, des posters et des affiches de sensibilisation et des désinfectants. Tous les CM et les lycées de la commune de Kolda ont pu avoir chacun 3 machines au minimum. Nous avons mobilisé plus de 5000 masques que nous avons distribués en fonction du nombre d'élèves qu'il y a dans l'établissement. En plus des masques, il y a eu des gels de différentes catégories. Je suis profondément touchée que des gens venant de quelque part, un peu très loin, vous ne me connaissez pas, vous connaissez peut-être où elle est, qui est venu pour ça. Mon sentiment, ce qui est profond dans le cœur ne se dit pas. Je ne peux pas vous dire, vraiment c'est un grand merci que je vais vous dire. Parce que jusqu'ici, la conjugaison des efforts continue de porter ses fruits au bénéfice du département de Kolda. Aucun cas positif n'a été constaté dans la localité depuis le début de la pandémie. Et le dernier mot de ce journal, reprise des cours pour les classes d'examen. Le test est positif une semaine après la réouverture des écoles. Un comité de lutte locale contre la pandémie est à pied d'œuvre au lycée Lamine Gueye où le matériel sanitaire nécessaire est bien en place, d'où la quiétude qui y règne, comme l'assure la proviseure du lycée, Madame Aïssatoussi, au micro d'Adamassar Moussafal. Oui, nous disons qu'au lycée Lamine Gueye, alhamdulillah, tout le protocole sanitaire est respecté depuis la dotation en produits sanitaires, le protocole de lavage des mains, la disponibilité de l'eau courante, des toilettes propres, une infirmerie fonctionnelle. Donc tout un dispositif est là et nous y avons travaillé quand même depuis la première annonce de reprise des cours. Donc depuis le lundi 18 mai, un comité de lutte contre le Covid est mis en place, un comité local, le comité Lamine Gueye. Et dans ce comité, il y a tous les acteurs. Il y a les élèves dedans, il y a les parents d'élèves, il y a le corps d'encadrement, l'administration et même le personnel de service. Donc c'est tous ensemble que nous nous sommes quand même mis dans la lutte contre le Covid et la préparation de la reprise. Peut-être c'est ce qui nous a donné le résultat que nous avons eu.
Et puisqu'il faut apprendre à vivre avec le virus, on porte le masque. C'est la fin de ce journal. Le bloc d'infos, la totale avec Khalifa Diakhaté se poursuit. Demain, Hassan Gueye, merci, bonsoir, avec un peu de buée sur les lunettes.